Alors nous reprenons nos échanges avec une première table ronde consacrée au risque cyber. Nous allons parler des différentes formes que peut prendre cette menace. Une menace de plus en plus importante, nous allons le voir. Quelles sont les conséquences sur le transport maritime et quelles sont les réponses qui peuvent être apportées, notamment par le monde de l'assurance. Alors, à mes côtés pour cette table ronde, un courtier, Fabien Perrat, bonjour. Vous êtes Business Manager Cargo and Hull chez Esotier Verlingue. Un assureur et réassureur, alors Didier Parsoir, bonjour. Vous êtes responsable chez SCOR des solutions cyber. Un représentant des armateurs, Pierre-Antoine Rochas, vous êtes en charge de la sécurité et sûreté chez Armateurs de France. Merci d'avoir accepté de remplacer Jacques Géraud, malheureusement retenu ce matin. Enfin, Xavier Rebourg, vous êtes directeur de France Cyber Maritime, qu'on a déjà cité ce matin. Une structure fondée il y a 1 an et demi, et justement pour répondre à cette problématique. On va peut-être fermer les portes si c'est possible, hein, pour limiter un peu le bruit. Alors parlons un peu de l'état de la menace. Je disais que cette menace était en explosion. Est-ce que Didier, vous nous feriez un petit topo sur la menace cyber en général, avant de zoomer sur le monde du transport maritime? Volontiers. Bonjour à tous. J'aime bien démarrer ce type de panorama de la menace par une petite anecdote en fait, pour rappeler que quand le protocole d'Internet a été créé en 1981, il y avait évidemment un cahier des charges, il y avait un certain nombre de spécifications, mais il était indiqué que la sécurité était une option qui n'était pas nécessaire. Donc j'aime bien parce que ça permet d'illustrer qu'en fait, à partir du moment où on a construit le protocole Internet, quelque part le verre était dans le fruit, si je peux m'exprimer ainsi, et à partir du moment où on a commencé à faire communiquer des machines et des ordinateurs par des réseaux, on a créé le risque cyber d'une certaine façon. Alors bien entendu, le risque s'est développé sur d'autres considérations, mais peut-être pour ramener ça sur un horizon plus court, hein, qui est l'horizon du marché de l'assurance, qui en gros a démarré, on va dire, à la fin des années 90, au début des années 2000. Pendant une bonne quinzaine d'années, la préoccupation des assureurs, et qui est le reflet donc de la menace prééminente, c'était le vol de données, notamment le vol de données personnelles, avec tout ce que ça pouvait derrière générer en termes de réclamation de la part de tiers, de problèmes de conformité par rapport aux réglementations qui pouvaient exister. Je parle bien sûr du marché américain, puisque c'est sur ce marché qu'est née l'assurance cyber, conformité par rapport au règlement sur les données personnelles, qui variait d'un État à l'autre, qui était vraiment en émergence, qui bourgeonnait à ce moment-là. Donc on est vraiment resté pendant 15 ans sur cette problématique, hein, qui était donc une problématique de vol de données, et avec un business model des cybercriminels, qui était donc la revente de ces données personnelles, de données financières, données de santé, sur le dark web, donc sur le marché noir, on va dire, de l'Internet. Et puis on a eu effectivement un tournant autour des années 2015, hein, avec une émergence de ce que l'on connaît maintenant, qui sont ces attaques à rançongiciel ou ransomware en anglais, et donc un changement de paradigme finalement dans la typologie des attaques, puisqu'il s'agissait cette fois-ci de chiffrer les données, de rendre les systèmes inutilisables, et de proposer de donner la clé de déchiffrement en échange d'une rançon. Donc il s'agit véritablement d'une extorsion, d'une tentative d'extorsion, de sociétés qui évidemment se sont retrouvées pour la plupart parfaitement démunies par rapport à cette menace, avec des menaces qui étaient très disruptives, on le voit bien encore aujourd'hui, des arrêts d'opérations, ou en tout cas des opérations extrêmement dégradées, et un business model qui s'est révélé d'une certaine façon beaucoup plus rentable que le vol de données, puisque au lieu d'aller chercher à se rémunérer sur un marché secondaire, si j'ose dire, on se rémunère directement auprès de la victime en lui demandant une rançon. Et cette menace d'attaque à rançon, elle s'est développée. Au début, c'était quelque chose d'extrêmement diffus qui touchait tout le monde, aussi bien les particuliers que les entreprises, et puis qui s'est peu à peu spécialisé, qui s'est industrialisé à travers ce qu'on appelle le ransomware as a service, c'est-à-dire une spécialisation des tâches entre des gangs criminels, si je peux dire, qui développent les logiciels malveillants, d'autres qui identifient les cibles, qui vont ensuite les injecter dans ces cibles, et puis enfin un service après-vente, hein, autour, effectivement, pour accompagner la victime dans le paiement de la rançon. Donc cette industrialisation a finalement créé une augmentation de fréquence et surtout une augmentation de sévérité, avec des cibles de plus en plus ciblées, des rançons
en croissance très forte. C'est ce que j'allais vous demander, un exemple ou deux de rançon, ça se compte en millions d'euros? Au tout début, on parlait de rançons de quelques centaines d'euros, et puis on est arrivé maintenant sur des rançons qui peuvent atteindre quelques millions de dollars ou d'euros, voire dans certains cas quelques dizaines de millions. Enfin, je pense que la demande la plus élevée répertoriée est de l'ordre de 50 millions de dollars. Donc on est vraiment sur des niveaux de rançon qui sont effectivement extrêmement élevés, mais au-delà de ça, des attaques qui sont de plus en plus disruptives, voire destructives. Et donc, au début, on parlait, enfin, si on donne un petit peu des temps moyens d'interruption, on est passé en l'espace de 2-3 ans de quelques jours à 2 ou 3 semaines d'interruption. Donc, au-delà du paiement de la rançon elle-même, on est évidemment sur une problématique de perte d'exploitation extrêmement sévère pour les industries. Donc ça, c'est la deuxième couche, je dirais, cette couche de ransomware qui est venue se superposer au vol de données qui continue bien sûr à exister, même si c'est dans une proportion un peu moindre. Et puis, je crois, un troisième point qui est important, je pense qu'on peut citer l'année 2017 qui était un petit peu un tournant pour le marché avec ces fameuses attaques dont on reparlera certainement, NotPetya, WannaCry, qui, au-delà de signaler justement ces attaques disruptives, ont aussi signalé une autre caractéristique du risque cyber qui est son caractère catastrophique, c'est-à-dire des attaques à très large spectre qui peuvent d'emblée toucher des dizaines ou des centaines de milliers d'entreprises. Et ça, c'est un problème majeur, notamment par rapport à l'assurance. On peut parler de systémique. On peut parler à l'extrême, alors on est toujours prudent sur le mot systémique, mais effectivement, il y a ce volet systémique. Et donc, ces attaques, je dirais, de nature catastrophique, on en voit un petit peu également la trace à travers des attaques récentes, ces 2 ou 3 dernières années, qui sont ce qu'on appelle les attaques de la supply chain informatique, c'est-à-dire qui touchent non pas directement les victimes, mais en fait les fournisseurs de services ou de solutions informatiques pour ces victimes, et qui donc utilisent l'effet de levier. En attaquant un fournisseur, on va d'un coup effectivement atteindre des clients, voire les clients de ces clients. Donc voilà un petit peu le panorama que je peux dresser un peu rapidement de façon générale. Vient se superposer, on en reparlera peut-être évidemment, la menace de guerre dans le contexte du conflit actuel en Ukraine. Xavier Rebourg, si on fait un zoom sur le monde maritime, alors cette explosion, ces typologies d'attaques, qu'est-ce que ça donne dans le monde maritime ? Alors, j'avais une diapositive, et je pense est-ce qu'on peut la passer, qui va parler d'elle-même. Là, vous avez sur ce graphe l'évolution des attaques connues, donc c'est-à-dire qui sont publiées, documentées, qui ont fait l'objet de publicité par les victimes dans le monde sur le secteur maritime et portuaire dans son ensemble. France Cyber Maritime n'existe pas depuis 1980, mais on a dans notre équipe quelqu'un qui suit ça depuis très longtemps et donc qui est venu avec ces données et qui continue à les suivre et à les publier. Et donc ça, c'est sur le site du MCERT, notre centre opérationnel. Donc qu'est-ce qu'on regarde ? On voit que dans les années, à partir des années 2017-2018, il y a une montée exponentielle due à la numérisation du secteur maritime et portuaire. Alors si on regarde un petit peu la typologie, sur le podium en victime, eh bien, c'est le monde de la logistique. La logistique maritime et portuaire qui est la plus touchée. Ensuite viennent les armateurs, donc plutôt les services à terre. Ensuite les ports. Et puis en quatrième position, les navires. Mais pas très loin derrière, il y a le monde de l'offshore, il y a le monde de l'industrie, il y a les chantiers navals, et même le monde de la défense. Une grande marine de l'océan Indien a eu des données de son personnel qui ont été volées et qui ont été revendues. Alors, on parlait beaucoup de rançongiciels. 50% des attaques sont dues à des rançongiciels. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le risque d'espionnage. On est dans un secteur qui est éminemment stratégique pour les pays, donc il ne faut pas éluder le risque d'espionnage, le risque de sabotage. J'ai des exemples récents qui vous montreront que ça, en cas de conflit, eh bien ça existe. Et puis également les attaques de propagande, ce qu'on appelle les activistes qui veulent faire passer un message, et là encore des exemples récents nous le montrent. Et si on fait un petit peu un tour du monde, 30% des attaques touchent les États-Unis, 10% la France, 5% l'Allemagne et 5% la Norvège. Je rappelle que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce sont les attaques qui sont documentées. Il y en a une grande majorité qui passe sous le radar. Alors, comme vous le disiez, beaucoup d'attaques ne sont pas connues parce qu'elles ne sont pas forcément déclarées, que les gens ont encore un peu honte. On y reviendra, je pense. Peut-être pour mémoire sur les attaques connues du secteur, 2-3 noms. Enfin, je vous demande
que des choses qu'on a vraiment lues et relues, mais ça peut nous rappeler que c'est réel et que... Bon, je ne reviendrai pas sur l'attaque sur Maersk qui a marqué les esprits, juste pour dire que l'attaque sur Maersk qui a bloqué un quart du transport de containers dans le monde, c'était une attaque déjà à l'époque de la Russie sur l'Ukraine, qui visait à attaquer, de mémoire, un constructeur, un fabricant de logiciels pour le service des impôts ukrainien, et il visait à ce que mettre à plat la collecte des impôts en Ukraine, et ça s'est propagé. C'est le fameux NotPetya qui était évoqué. Voilà. Et ça, c'est un virus destructeur, c'était pas un virus à ransomware, et ça s'est propagé dans le monde entier. En 7 minutes, les 40 000 ordinateurs de Maersk dans le monde entier ont été infectés. Donc et ça a touché des groupes industriels français aussi. Voilà, juste pour dire ça. En revanche, je vais vous donner un exemple par mois sur l'année 2022, un exemple caractéristique par mois. Donc en janvier 2022, il y a eu une attaque sur les ports du nord de l'Europe, de Hambourg, Gand, Anvers, ainsi que des opérateurs pétroliers de ces ports qui ont été attaqués. Ça a fait un petit peu d'émoi sur les ports français. Et à l'époque, le centre opérationnel de France Cybermaritime a fourni quelques éléments complémentaires à ce qu'avait fourni la direction des ports du ministère des Transports et l'ANSSI, grâce à nos analyses qui ont complété un petit peu l'état de la menace. En février 2021, juste après le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, un réseau de satellites KASAT a été attaqué justement. Et KASAT était un réseau utilisé par les forces terrestres ukrainiennes, et c'est un réseau qui est aussi utilisé par beaucoup d'acteurs du maritime et du portuaire pour leur communication. Donc ça a été un dommage collatéral, et tous les modems, les 30 000 modems de KASAT ont été détruits. Et donc voilà. Donc ça, c'était en février. En mars, un certain nombre d'opérateurs du Maritime Transport Service des États-Unis ont subi des attaques par spoofing, donc des copies de leur site internet où les gens allaient réserver un container sur un site, mais c'était pas le bon site, donc ils donnaient tous leurs éléments financiers pour réserver un container, mais c'était pas le bon site. En avril, un nouveau type d'attaque. 95% de l'information passe par les câbles sous-marins. Donc le câble sous-marin, c'est un vrai sujet. Et là, pour la première fois, on a vu une tentative d'attaque qui a été déjouée par le FBI sur un opérateur de câbles sous-marins à Hawaï. Donc voilà, quand on sait que toutes les données passent par les câbles sous-marins et non pas par le satellite, comme on peut l'imaginer. Et puis dernièrement, le port de Londres a subi une attaque par déni de service. Là, plutôt effectivement une attaque plutôt basique, plutôt de type propagande activiste. Donc voilà, je vais vous donner un petit panel qui vous montre qu'effectivement, il y a de la destruction, il y a du sabotage, il y a du rançongiciel, il y a du déni de service, et puis il y a tout l'espionnage qui, par nature, est extrêmement discret. Mais qui peut toucher les grands opérateurs du maritime et du portuaire français et internationaux. Et l'année n'est pas finie. Et l'année n'est pas finie, oui. Donc sur l'année 2022, on est à plus de 40 incidents, on est à peine à mi-année, alors que l'année dernière, on était à la même époque à une trentaine. Donc, Pierre-Antoine Rochas, concrètement, quelles sont les conséquences sur le shipping et pour les armateurs ? Alors, pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Xavier Rebourg, on recense globalement 3 grandes catégories de conséquences, d'impact sur les activités des compagnies maritimes. Tout d'abord, des impacts sur le cœur même du métier d'armateur, qui consiste en des activités commerciales de transport ou de services maritimes. Alors, on va parler ici, ça a été évoqué, d'attaques de type rançongiciel qui vont cibler tout ou partie des systèmes d'information de la compagnie maritime, plus particulièrement dans le cas de certains exemples qui viennent d'évoquer les systèmes de réservation. Donc, pour une compagnie de transport de marchandises, transport de conteneurs, ça va être les systèmes de réservation du fret ou les systèmes de réservation des billets pour une compagnie de passagers. Et donc là, le modus operandi va consister en l'entrave ou la paralysie totale de ces systèmes de réservation. Ce même type d'attaque par rançongiciel peut, comme ça a été évoqué, donc, attaquer la partie portuaire qui est cruciale pour les activités des armateurs. Sur la partie portuaire, l'attaque va par exemple cibler les cargo community systems qui sont essentiels au transit et au passage de la marchandise, au chargement, au déchargement ou au transbordement des conteneurs. Donc ce type d'attaque, il est difficile à évaluer de manière systématique, de manière pécuniaire, je veux dire.
il faut penser que tout dépend du type de navire attaqué, tout dépend de la taille de la compagnie attaquée, tout dépend de l'ampleur des systèmes qui sont impactés. Pour donner une fourchette très haute, on va dire, effectivement, ça peut se chiffrer, dans certains cas rencontrés, à plusieurs millions d'euros de pertes par jour. Ça va être des manques à gagner, ça va être des dommages à réparer contre certains systèmes endommagés, ou ça peut être encore des dommages liés au paiement de rançon. Deuxième grande catégorie de conséquences, d'impact sur les activités des compagnies maritimes, ça va être des atteintes directes ou indirectes à la sécurité des biens et des personnes. Donc là, on va plutôt avoir affaire à des attaques qui vont cibler les systèmes opérationnels des navires, donc l'ensemble des systèmes embarqués. Ça va être les systèmes de propulsion du navire, les systèmes de direction du navire, ou tous les systèmes de manière générale utilisés pour la conduite du navire, y compris certains systèmes d'information qui servent au positionnement du navire, à son identification, et également les dispositifs de cartographie numérique qu'on utilise à bord, qui sont essentiels à la sécurité de la navigation. Donc ce type d'attaque va consister en la compromission d'un certain nombre d'indicateurs de sécurité qui sont absolument nécessaires à bord, donc les indicateurs de sécurité notamment incendie, de sécurité pour la stabilité du navire, les indicateurs de sécurité pour la sécurité de la cargaison également. Voilà, par exemple un navire porte-conteneur qui transporte un certain nombre de matières dangereuses ou un certain nombre de matières réfrigérées ou sous conditions spécifiques. Voilà, si vous ne disposez plus de ces indicateurs en passerelle, très concrètement, vous ne pouvez pas vous faire une idée concrète de l'état de stabilité de ces marchandises. Donc les impacts, ils vont être comment dire, ça va être des impacts sur la sécurité du navire à terme, du moins grave au plus grave. Ça va être des questions vous perdez vos indicateurs et vous ne pouvez plus placer votre navire sur le plan d'eau. Après, vous avez des risques d'échouement ou des risques d'abordage, et dans les cas les plus gravissimes, effectivement, des risques de naufrage tout simplement du navire, avec encore une fois des risques variables selon le type de navire, selon le plan d'eau sur lequel opère le navire. Un navire à quai ne sera pas soumis au même risque dans ces conditions qu'un navire en pleine mer dans un environnement météorologique très dégradé. Voilà. Et enfin, la troisième grande catégorie de conséquences sur les activités d'une compagnie maritime, on va penser à tous les enjeux de protection des données. Voilà, les compagnies maritimes, en particulier les compagnies maritimes qui transportent des passagers ou des conteneurs, traitent de très grandes quantités de données commerciales, données personnelles, et donc les risques pour une compagnie maritime dont ces données seraient compromises, volées, perdues ou détruites, ça va être des risques d'abord financiers, de devoir réparer le préjudice subi, ou tout simplement de ne plus pouvoir conduire ses activités comme on le fait habituellement. On citait un certain nombre d'attaques. Voilà, tout simplement si une compagnie maritime n'a plus ses historiques de clientèle, n'a plus ses historiques de passagers, ou tout simplement n'a plus les données de réservation de ses passagers, elle ne peut pas faire embarquer ses passagers. Donc concrètement, vous ne pouvez plus conduire vos activités dans des conditions normales. Et deuxième risque qu'on a évoqué, et c'est un point sensible, c'est les risques réputationnels. Voilà, le risque de perte de confiance de nos partenaires, de nos clients, et de manière générale du public. C'est un enjeu assez important et un enjeu de communication pour les compagnies maritimes. On l'a évoqué également, et je vais finir sur ce point, dans le cadre d'attaques plus complexes par hameçonnage notamment, sur ces enjeux de données, il y a un vrai risque à l'utilisation frauduleuse de données personnelles ou de l'identité d'un décideur au sein d'une compagnie maritime. Et donc, voilà, c'est le cas typique de la fraude au président, l'utilisation frauduleuse de ces données dans le cadre de transactions bancaires, avec des impacts très sensibles à la clé, notamment dans le cadre de grosses transactions bancaires sur des paiements de chantiers de réparation, etc. Xavier Rebourg, une réaction sur le phishing ? Pas sur le phishing, mais je voulais, mais je pense que c'est peut-être clair pour tout le monde, c'est un impact sur un acteur, et bien c'est des effets en cascade sur tout le reste de la chaîne. Parce qu'un navire qui est bloqué à quai et qui ne peut pas débarquer ses containers, c'est toute la chaîne logistique de transit de containers qui est bloquée, et c'est tout l'approvisionnement d'une région ou d'un pays qui est impacté. Donc c'est vraiment un effet systémique. Quand un acteur est touché, derrière il y a des conséquences sur le reste de la chaîne. Fabien Perrin, peut-être une réaction justement, vous voyez le marché, vous avez un œil sur tout le marché, vous sentez à la fois le risque et une prise de conscience ? Je vous confirme, j'ai un œil sur tout le marché, ils sont là. Non, concrètement, effectivement, le terme systémique a été employé à plusieurs reprises. On se rend bien compte que nous ne sommes pas sur un risque propre à l'activité maritime.
Nous sommes sur un risque beaucoup plus global. D'ailleurs, la présence de Didier Parsoir parmi nous de chez SCOR en est la preuve. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se pose même des questions sur la notion d'aléa. Est-ce qu'on est encore en possibilité d'assurer ou pas ce risque? Parce qu'il y a-t-il encore ou pas un aléa? La question que certains se posent, c'est pas est-ce que le sinistre va arriver? C'est quand est-ce qu'il va arriver? Xavier a cité beaucoup d'exemples à l'instant. Donc, il est clair que nos amis armateurs, autorités portuaires, logisticiens, l'ensemble de l'économie bleue sont directement impactés par ce domaine. Et sur un plan assurantiel, ce n'est pas évident. Je parle sous le contrôle des assureurs ici présents, parce que je fais le rôle du courtier qui est là pour aller chercher les garanties, bien évidemment. Il n'est pas évident de quantifier ce risque, il n'est pas évident de le couvrir, tout simplement parce que, on l'a vu à travers NotPetya, la cible touchée n'est pas forcément celle qui était recherchée. Et donc, un événement peut, à un instant T, toucher tout un aéropage de compagnies maritimes et autres. J'ai envie d'être encore plus direct dans ma question. Concrètement, aujourd'hui, tout à l'heure, l'un de vous, je crois que c'est vous qui avez dit que le marché de l'assurance cyber était né il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'il est déjà mort? Ou est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer s'assurer en cyber? Là, ma question est plus large que le maritime. Est-ce qu'il y a encore un marché de l'assurance cyber? Je ne sais pas, Didier ou Fabien, vous êtes tous les deux... L'un après l'autre. Voilà. Bon, je peux, effectivement, le marché existe depuis un peu plus de 20 ans, mais c'est vrai que c'est un marché qui se réinvente. Finalement, comme je l'ai expliqué, au début, on était face à des problématiques de vol de données, avec des produits essentiellement américains qui étaient vraiment ciblés sur cette problématique. Et puis, on a, au tournant des années 2015, 2016, 2017, effectivement, on a eu un élargissement considérable des produits d'assurance pour prendre en compte justement les problématiques de dommages au sens dommages immatériels, c'est-à-dire effectivement les pertes d'exploitation, y compris les pertes d'exploitation consécutives à une interruption d'un prestataire, par exemple un prestataire de cloud, la problématique des rançons, du paiement des rançons, l'extorsion, les problématiques réglementaires. Enfin, le produit cyber s'est considérablement élargi en l'espace de 2-3 ans pour devenir aujourd'hui, il faut le dire, un produit relativement non seulement large, mais complexe, puisqu'il y a des problématiques de dommages, de responsabilité, réglementaires, etc. Et surtout, derrière tout ça, des problématiques de services, d'assistance, puisque c'est le nerf de la guerre, si j'ose dire, en cas de crise, effectivement, d'arriver à gérer la crise avec le panel qui convient. Donc, il s'est réinventé à un moment où, effectivement, ont surgi ces attaques à rançon, et donc, finalement, le marché a pris de plein fouet cette vague d'attaques, ce qui explique aujourd'hui que le marché est à nouveau en train de se questionner, de se restructurer. Donc, effectivement, du point de vue des acheteurs d'assurance, c'est une période un petit peu difficile parce que les prix ont augmenté de façon considérable, ont quasiment doublé, voire plus que doublé sur certains marchés ou pour certains risques. Les conditions se sont resserrées, notamment sur les expositions d'attaques à rançon. Donc les termes se sont resserrés et puis surtout les capacités sont aussi en contraction, c'est-à-dire qu'il y a eu un repli d'une certaine façon du marché face à cette étendue de risques. Donc oui, bien sûr, on est, je dirais, dans une forme de crise de croissance du marché. Le marché, c'est pas totalement surprenant, est obligé de s'adapter à la menace. On l'a dit, la menace elle-même, elle évolue en permanence. Donc on n'est pas sur un territoire, je dirais, de menace stabilisée. Donc il y a cet enjeu notamment de la quantification, de la modélisation du risque. Et puis il y a cet enjeu surtout important, on y reviendra peut-être aussi, du risque catastrophe, sinon systémique, qui est un enjeu structurel et qui va, dans les années qui viennent, être un frein au développement très clairement de la capacité. Maintenant, le côté positif dans cette phase, je dirais, un petit peu de turbulence actuelle, c'est qu'en même temps, le marché apprend. Et je pense qu'on apprend sur toute la chaîne de transfert de risque. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je pense, en quelques années, on a gagné en maturité sur les besoins du côté des clients, de la façon de les formuler, de les identifier du côté des courtiers, et puis du côté des assureurs aussi sur la compréhension du risque, la capacité à poser les bonnes questions au bon niveau pour arriver, évidemment, à sélectionner les risques d'une façon plus pertinente. Je ne dirais pas qu'on est au bout du chemin, mais en tout cas, on est vraiment sur cette phase vertueuse qui, elle, va certainement perdurer et s'améliorer dans les années qui viennent. Fabien, votre réponse?
Oui, alors ce n'est pas forcément une réponse, c'est une continuité pour se focaliser un petit peu plus sur le maritime et transport qui nous intéresse principalement aujourd'hui. Alors effectivement, la compréhension du risque à travers Armateurs de France, à travers une association comme France Cyber Maritime, c'est extrêmement important pour pouvoir justement réussir à identifier quelles sont les problématiques afin de les adresser sur le marché de l'assurance. Alors pour revenir quand même de façon un peu technique sur l'assurance maritime et transport, déjà un premier point relatif aux rançons. On a beaucoup parlé de rançons depuis tout à l'heure. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui pour savoir si oui ou non les assureurs vont encore être autorisés à indemniser le paiement des rançons. J'allais revenir sur ce point-là avec déjà une première question, mais qui est peut-être plus pour Didier Parsoir. Il faut payer la rançon ou pas? Qui est peut-être pour Xavier Rebourg. Je dirais les organes de l'État de régulation déconseillent de payer la rançon. Bon, l'État fait son métier. La rançon alimente une économie absolument considérable. Si l'ensemble des cybercriminels était un pays, ce serait le 3e PIB mondial derrière les États-Unis et la Chine. Donc imaginez un petit peu l'argent que ça dégage. Donc effectivement, il n'est pas conseillé de payer la rançon. Après, on veut bien comprendre qu'une entreprise qui est aux abois et qui est bloquée paye la rançon. Mais payer la rançon, ça ne veut pas dire qu'on va récupérer ses données. Parce que non seulement il y a eu un rançongiciel, mais souvent il y a eu des données qui ont été filtrées, qui seront revendues, et pour qu'elles ne soient pas revendues, le cybercriminel va demander une deuxième facture. Donc voilà, parfois c'est sans fin, on met le doigt dans un engrenage. Hein. Et puis les cybercriminels, ils ne sont pas idiots, ils font un petit peu de recherche et ils demandent des rançons qui sont souvent proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc ils sont sûrs que la rançon peut être payée compte tenu de la capacité financière de l'entreprise. Donc voilà, il y a un petit business qui se crée, enfin c'est même pas un petit business, c'est un business à l'échelle mondiale qui se crée autour de ça. Donc Fabien, si on paye la rançon, à ce jour, elle peut être remboursée? Il y a eu beaucoup d'interrogations sur le sujet. Les autorités américaines sont les premières à s'être posé la question, à savoir si oui ou non il fallait interdire aux assureurs de payer les rançons. Donc pour focaliser sur la France, il y a eu un collège de réflexion, on va dire, sous la direction du Trésor à partir de l'année dernière, avec la représentation de certaines personnes qui sont d'ailleurs dans la salle, afin de se poser cette question et d'en arriver pour l'instant à une réponse qui n'est pas définitive. Bon, le Conseil des ministres du 16 mars dernier a mis en place un projet de loi qui devait être déposé, qui a été déposé mais qui n'a pas encore été voté. Il n'aura échappé à personne que nous étions en période électorale ces dernières semaines, afin non pas d'interdire aux assureurs de rembourser les rançons, mais d'encadrer le fonctionnement de l'indemnité relative aux rançons. En clair, vous payez la rançon si vous êtes garanti pour, vous vous faites indemniser, mais à condition d'avoir déposé plainte, afin de pouvoir justement avoir une visibilité sur ce qui se passe en termes de rançon. Parce que Xavier a tout à fait raison, on alimente un tant soit peu le système en payant les rançons. D'un autre côté, cette question qui dépasse largement le cyber, les règlements des rançons, c'est vieux comme le monde. D'un autre côté, est-ce qu'on n'a pas ou pas intérêt à le faire pour pouvoir s'en dégager et minimiser la perte d'exploitation qui de toute façon pourrait être remboursée par nos amis assureurs? Donc ce sujet est vaste, il n'est pas totalement tranché, il y a même des relents moraux, on va dire, derrière tout ça. Mais à ce jour, il n'est pas interdit pour les compagnies d'assurance, même si certaines ont décidé de ne pas le faire, d'indemniser les rançons. Je voulais juste revenir peut-être plus précisément sur l'assurabilité de ce risque aujourd'hui. On a vu que la menace était en croissance exponentielle. Didier parlait d'un doublement, triplement des primes. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une fourchette pour couvrir 5 millions, 10 millions Qu'est-ce que ça représente comme prime aujourd'hui? C'est pas possible? Je ne me hasarderai pas à une réponse parce que ça dépend, au-delà de la limite achetée, ça dépend d'abord de la taille de l'entreprise, de l'assuré, de ses activités et puis effectivement de la façon dont on envisage sa posture en matière de cybersécurité. Je pensais que vous alliez me dire que ça dépendait plus des moyens qu'elle avait mis en œuvre que de sa taille. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire aussi la qualité du risque au sens de la cybersécurité. Mais effectivement, j'ai pas de réponse numérique ou chiffrée à vous donner. Je pense qu'effectivement, encore une fois, soyons clairs, le marché se cherche d'une certaine façon. C'est-à-dire on essaie de trouver le bon niveau qui permette d'assurer à ce marché une profitabilité raisonnable après quand même 2 années de perte, en tout cas sur le marché mondial,
qui ont été quand même assez conséquentes. Maintenant, on est aussi face à une menace qui elle-même évolue, donc essayer de calibrer le bon niveau de prix, ce n'est pas la seule réponse. Je pense que la première réponse, et à mon avis celle qui est la plus importante, c'est d'améliorer le niveau de cybersécurité. Donc ça passe, on en reparlera peut-être, par de la réglementation, des guidance, des bonnes pratiques. De ce point de vue-là, les assureurs, je pense, sont aussi des prescripteurs de bonnes pratiques, notamment pour tout le secteur des PME, TPE. Je pense que c'est vraiment un secteur et un territoire aujourd'hui qu'il faut absolument adresser du point de vue de la cybersécurité. Donc il y a un certain nombre de choses qui permettent d'améliorer la résilience face aux risques. Et ensuite, effectivement, les conditions et la tarification peuvent s'adapter. Alors Xavier Rebourg, justement, comment est-ce que les acteurs du monde maritime peuvent s'organiser et s'organisent notamment à travers vous ? Alors, en 2018, l'État français a dit qu'il faut faire quelque chose en matière de cybersécurité maritime par le biais d'une mesure annoncée au comité interministériel de la mer. Et donc, un groupe de travail public-privé s'est mis en place pour réfléchir à la question et a créé en 2019 un conseil cyber du monde maritime qui est présidé par le secrétaire général de la mer, vice-présidé par le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui regroupe les ministères qui traitent des questions maritimes et puis des grands opérateurs maritimes et cyber. Et ce groupe de travail, ce C2M2, a décidé, quelques mois après, la création d'une association qui réunit le monde maritime qui a des besoins spécifiques en cybersécurité et le monde de la cybersécurité qui peut travailler à proposer des solutions adaptées. Et cette association, c'est France Cyber Maritime, qui est partie en mode associatif parce que c'était le moyen le plus simple et le plus rapide de démarrer quelque chose et d'être opérationnel. Est-ce qu'on va rester une association ? On va y travailler pour consolider cette structure. Mais l'objectif de France Cyber Maritime, qui est naissante, ça fait 1 an et demi qu'on existe, se faire se rencontrer ces deux mondes qui ne se connaissent pas bien, le monde maritime qui a des besoins spécifiques, avec des niveaux de maturité extrêmement disparates, entre CMA-CGM, qui est adhérent chez nous, qui a tout ce qu'il faut, qui a un centre opérationnel de veille et d'alerte cyber, et puis des petites compagnies maritimes qui n'ont même pas un informaticien, c'est le grand écart. Et donc il faut qu'on s'adresse à ces deux niveaux, et puis au niveau intermédiaire. Et puis le monde de la cybersécurité, qui n'a pas attendu France Cyber Maritime pour travailler, mais qui a encore beaucoup de choses à faire avec la numérisation de plus en plus accrue des navires et des systèmes. Et l'autre mission de France Cyber Maritime, au lieu de se faire se rencontrer ces deux mondes, c'est d'opérer un centre opérationnel de veille, d'analyse, de diffusion de bulletins d'alerte, de diffusion de bulletins d'information, et puis d'assistance. C'est un petit peu le SAMU de la cybersécurité, ou pour ceux qui connaissent le maritime, c'est le CROSS Corsen, qui fait de la veille avec ses jumelles et sur la mer et qui diffuse des bulletins météo ou des bulletins d'informations spécifiques. Donc voilà, et qui aussi peut envoyer la SNSM ou l'ambulance s'il y a une attaque. Donc voilà un petit peu voilà. C'est le début de l'aventure. Et donc aujourd'hui, on a 60 adhérents, moitié du monde maritime et portuaire et moitié de la cybersécurité. Et on espère, peut-être si dans quelques années, on est comme le cluster maritime français à 470 adhérents, je pense qu'on aura réussi notre pari. Donc voilà. Voilà, moi, c'est une des actions qui est menée en ce moment. Il y en a sûrement d'autres au niveau plus local ou micro. Pierre-Antoine Rochat, comment Armateurs de France se travaille et s'insère dans cette logique ? Alors, bien évidemment, on est pleinement intégré dans cette démarche de structuration au niveau national. Donc, effectivement, on participe aux travaux du Conseil de cybersécurité du monde maritime, le C2M2. On y représente les armateurs et on est pleinement aussi impliqué auprès de France Cyber Maritime. Nous, il y a un vrai enjeu. Comme l'évoquait Xavier, il y a beaucoup de petites structures. Nos adhérents, c'est 80% de TPE ou de PME au final qui bénéficient grandement de ce type de service où des grands groupes ont déjà plus de ressources pour travailler en interne, même si les solutions que peuvent proposer ces deux structures sont pertinentes pour les deux niveaux les deux tailles, on va dire, de structure. Donc, on travaille au niveau du C2M2 sur toutes les questions de prospective, de régulation. On a contribué également à la réflexion sur la création de France Cyber Maritime. Et au niveau d'Armateurs de France, on va travailler déjà aussi avec les autres administrations. C'est-à-dire qu'on va travailler par exemple avec la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, l'ex-direction des affaires maritimes. Ça a été le cas notamment sur la partie réglementaire au préalable de l'entrée en vigueur de la réglementation OMI au 1er janvier 2021. Il y avait un fort enjeu de faire de la pédagogie, d'expliquer comment allaient se dérouler les audits chez les armateurs qui allaient vérifier que les exigences cyber avaient bien été implémentées dans les systèmes de gestion de la sécurité des compagnies. Donc voilà, il y a eu un travail au préalable avant l'entrée en
vigueur de la réglementation, de décryptage, de pédagogie, pour expliquer comment ça allait se passer et éviter des petites frictions au début, on va dire, en tout cas de la mise en œuvre de la réglementation, et ça a plutôt été apprécié. Également, on travaille avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. L'ANSSI, voilà. On travaille avec eux régulièrement sur, par exemple, des supports d'information ou de sensibilisation. L'enjeu de sensibilisation, il est très important. Et voilà, l'ANSSI produit un certain nombre de contenus qui sont extrêmement intéressants et pertinents pour, y compris des petits acteurs. Et l'idée, nous, c'est d'arriver à démontrer les petites spécificités qui vont permettre aux petits acteurs de s'identifier sur ces risques et de ne pas considérer qu'il n'y a que les plus grosses compagnies qui peuvent être touchées. Non, c'est l'affaire de tous. Et donc, il y a un enjeu de sensibilisation à ce niveau-là. Et enfin, on travaille également avec la Marine nationale. Là, c'est plus des partages de retours d'expérience. C'est quand même des marines à la fois assez différentes, mais qui ont des sujets en commun. Et l'idée, au travers notamment de rencontres annuelles, c'est de mettre le sujet à l'ordre du jour et de voir comment on peut travailler ensemble et progresser à ce niveau-là. Voilà. Fabien Perrin, peut-être sur le point réglementaire, on évoquait au niveau français, mais au niveau international, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se passer aussi ? Alors pour l'instant, il y a la résolution 428 de l'OMI que vient de souligner Pierre-Antoine, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Ce n'est pas une obligation pour les armateurs de mettre à jour leur système d'information, ou plus exactement leur système de formation des membres d'équipage afin d'être en accord avec la résolution. Néanmoins, il se pourrait demain qu'ils viennent à être audités, comme l'a dit Pierre-Antoine également, avec derrière, si les résultats n'étaient pas bons, être sanctionnés. Alors je pense néanmoins qu'on n'y arrivera pas. Tout simplement parce qu'on ne peut pas attendre d'un armateur aujourd'hui à la fois d'être le champion du monde de la cybersécurité tout en étant capable de transporter les marchandises d'un point A à un point B, tout en étant capable de gérer le problème incendie qu'on a vu précédemment. Ce qui veut donc dire que mettre en place des sanctions qui aboutiraient à la levée des autorités de navigation, des autorités de navigabilité des bateaux, eu égard au non-respect d'une règle de l'OMI, me paraît complètement illusoire. Ce qu'il faut, c'est les accompagner. Il faut les aider, il faut absolument que les associations, les assureurs, les syndicats professionnels et tout cet environnement accompagnent les armateurs dans la compréhension du risque et leur permettent derrière tout simplement de cantonner ce risque. Alors il va y avoir probablement des grilles à un moment donné qui sont déjà en cours de réflexion auprès des sociétés de classification. Elles ne nous ont pas attendus, ça fait bien longtemps, qui derrière vont permettre de checker tous les points embarqués et peut-être aussi que ce sera à terme un prérequis, ça l'est déjà sur certaines garanties d'assurance, pour pouvoir avoir accès au monde de l'assurance. Alors, je sais que vous rigolez parce que c'est la question que vous allez poser juste après, c'est ça ? Non, j'ai eu l'impression de Xavier Rebourg tiquer un peu, alors je vous écoute. Quand Fabien dit qu'on ne va pas y arriver, il faut commencer à y arriver, il faut mettre en place des outils pour y arriver. Effectivement, cette réglementation de l'OMI, c'est pas une obligation, mais la France a pris ça très sérieusement et la direction des affaires maritimes fait des contrôles sur les compagnies maritimes et certaines compagnies maritimes se font retoquer. Et qu'est-ce qu'elles font les compagnies maritimes ? Elles appellent France Cyber Maritime en disant je me suis fait retoquer, qu'est-ce que je fais ? Aidez-moi. Et donc, justement, c'est aussi l'objectif de les mettre en relation avec des gens qui font exactement ça, de l'analyse de risque, qui les aident à monter une politique cyber, et des gens qui savent de quoi ils parlent. Et pas quelqu'un qui n'a jamais vu, une entreprise cyber qui n'a jamais vu un bateau de sa vie, ça va être compliqué. Donc il vaut mieux faire appel à des gens qui ont déjà un petit peu de métier. Donc c'est tout l'objet, l'un des objets de France Cyber Maritime, et on a déjà accompagné quelques petites compagnies maritimes qui ne savaient pas par quel bout prendre le sujet. Des petites et puis des moins petites d'ailleurs. Alors justement, parce que j'allais vous demander très concrètement, quelles seraient vos recommandations pour améliorer la sécurité ? Alors, vous avez tendu la perche. Quelles seraient vos 2 premières recommandations à tous ceux qui dans la salle s'inquiètent un peu après avoir entendu ces présentations ? Ma première recommandation, c'est une recommandation stratégique. C'est que la cybersécurité, c'est une affaire du COMEX, c'est une affaire du directeur général, c'est une affaire du président. Quand je rencontre, je blâme personne, mais quand je rencontre des opérateurs du maritime, oui, ça m'intéresse, voyez ça avec mon responsable des services informatiques, je sais que ça va être difficile, parce que ça veut dire qu'il prend l'affaire à un niveau technique. La cybersécurité, ce n'est pas qu'un problème technique, c'est le cas de Quart Breton. C'est pas parce qu'on est à Brest que je dis ça, mais c'est un quart de politique, de management et d'organisation, c'est un quart de technique, bien sûr, c'est un quart de RH, avec de la formation, de la sensibilisation, de l'entraînement, et puis c'est un quart de légal, réglementaire, juridique, avec certains opérateurs sont tenus, qui sont opérateurs d'importance vitale, sont tenus à avoir certaines contraintes, et puis il y a la directive Nice,
européenne sur la cybersécurité qui va s'appliquer aussi aux opérateurs de services essentiels. Et puis il y a le RGPD, ne serait-ce que le RGPD, ce sont des obligations. Et donc voilà, c'est un problème de direction, c'est un problème de management. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de se faire accompagner. Toutes les gens qui ne savent pas par quel bout le prendre, ils ont besoin de trouver un tiers de confiance qui va les aider à faire déjà une analyse de risque, une cartographie de leur réseau. Parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils ont comme système informatique, qui parle à quoi et quels sont les systèmes essentiels à protéger, la cybersécurité, si on protège tout, ça peut coûter énormément d'argent. Il faut faire d'abord cet état des lieux, cette analyse des risques, et puis ensuite en décliner toutes les mesures qui ne sont pas uniquement techniques, qui sont organisationnelles, humaines et légales et réglementaires. Et France Cyber Maritime, on essaie de faire prendre cette vision à 360 aux gens qui viennent nous voir pour éviter qu'ils se fassent vendre l'antivirus magique qui ne résout que une petite partie du problème. Fabien Perrat, quelle serait votre recommandation, vos recommandations? Alors, pour aller dans l'ordre digne de ce qui vient d'être dit, la notion d'accompagnement est clé et forcément les assureurs doivent accompagner les assurés sur cette typologie de risque. Aujourd'hui, nous avons un marché de l'assurance cyber qui est principalement terrestre, on le sait, mais qui a des difficultés à adresser le marché de l'assurance, enfin plus exactement les problématiques d'assurance maritime parce que les problématiques relatives aux navires sont à cheval entre la terre et la mer. C'est un véritable sujet différenciant par rapport à la façon dont on gère aujourd'hui les problématiques de risque cyber par le biais des assureurs classiques. Donc en clair, il y a une réflexion à porter sur les clauses d'exclusion qui existent aujourd'hui dans les contrats. Dans la salle, il y a beaucoup d'assureurs et de courtiers, ils savent très bien que tous les contrats d'assurance dommages de navire, donc corps de navire inclus, ces fameuses clauses 380, LMA 5403 et autres anglicismes, qui viennent à un moment donné bloquer ces garanties, sauf que ces clauses-là, en plus, on sait qu'elles posent de vrais problèmes d'interprétation parce qu'elles se basent sur l'intentionnalité. En clair, vous pouvez être garanti si vous arrivez à prouver qu'il n'y avait pas une intention de vous causer un dommage. Et on voit très bien, quand un homme Petya touche Maersk n'était pas ciblé, est-ce que les clauses jouent ou pas? Donc en clair, on peut encore se poser la question à savoir si finalement les assurés ne sont pas finalement assurés nonobstant les clauses d'exclusion. Et une fois qu'on a dit ça, il y a de l'autre côté un marché spécifique qui est en train de se monter, c'est-à-dire celui qui va permettre de racheter ces clauses, mais aussi d'accompagner les armateurs à la fois au moment de l'événement pour pouvoir mettre en place les cellules de crise, pour pouvoir payer les rançons éventuellement, on a évoqué le sujet, pour pouvoir garantir les pertes d'exploitation et autres. Mais toute cette problématique, de toute façon, elle arrive en aval. En amont, le vrai sujet, c'est identifier le risque, c'est le quantifier, c'est réfléchir ensemble et créer des ponts entre le monde de l'assurance, les techniciens, les armateurs, et au milieu, bien évidemment, les sociétés de cybersécurité. Donc ma recommandation pour répondre à la question, c'est la même que celle de Xavier, c'est de travailler tous ensemble. Didier Parsoir, alors le rôle de l'assureur? Je vais être assez en ligne avec ce qui a été dit. Je suis à la fois d'accord sur l'appréciation des clauses d'exclusion. Je trouve que les améliorations qui ont été apportées dans le cadre un petit peu de cette refonte du marché de Londres ont été assez timides, et notamment ce problème d'intentionnalité pose toujours problème. Je pense qu'il est mieux géré sur d'autres branches d'activité. Je suis aussi d'accord pour dire qu'il faut absolument effectivement faire travailler ensemble les responsables de sécurité, les responsables opérationnels. Il faut absolument qu'il y ait une vision opérationnelle du risque cyber et d'arriver à déterminer des scénarios d'impact. Et à partir de là, on peut commencer à travailler effectivement sur un produit d'assurance adapté, sur des garanties et des limites adaptées. Mais ça suppose aussi, à un moment donné, je pense aussi de sortir un petit peu de la boîte, et je pense, on va peut-être en parler, mais enfin, je pense que la digitalisation, quand même, à marche forcée qui s'applique actuellement, change aussi probablement le périmètre de risque, et notamment au niveau des navires. Donc il faut peut-être repenser un petit peu cette problématique dans sa globalité. L'aspect humain, c'est un sujet dans la prévention? C'est pour moi la question. C'était pour vous, parce que vous l'aviez évoqué. C'est absolument essentiel. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord, qu'il s'agisse d'activités maritimes ou d'activités dans d'autres domaines, la plupart du temps, le maillon faible, c'est l'homme. Donc de toute façon, les attaques, c'est du phishing, c'est effectivement quelqu'un qui va ouvrir une pièce jointe et donc diffuser un virus, un malware. Donc en fait, c'est absolument essentiel. Là-dessus, je pense qu'il faut absolument sensibiliser les employés face à ce risque.
Pierre-Antoine, quels seraient vos conseils et est-ce que la formation, l'information est au cœur de ce que doivent faire aussi vos adhérents ? Tout à fait. Alors moi, je vais me concentrer, encore, je vais rebondir sur ce que vient d'expliquer Xavier. Je vais me concentrer sur un quart du 4 quarts. L'élément humain est assez essentiel, autant sur tout l'aspect aussi organisationnel au niveau de la compagnie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des efforts à porter aussi sur toute la partie gestion des accès, des facteurs d'authentification pour accéder au poste de travail, etc. à terre, et dans tous les aspects organisationnels, dans la gestion des crises aussi au niveau de la compagnie maritime. L'humain est au cœur quand même de l'activité d'une compagnie maritime, quand bien même les équipages se réduisent et les effectifs à terre aussi, et quand bien même la digitalisation présente de nouveaux enjeux. C'est vrai qu'on a quand même l'humain qui est au cœur, et comme l'a expliqué Didier, c'est aussi un facteur de vulnérabilité. Alors les efforts ils doivent se porter sur la sensibilisation, au niveau stratégique, bien entendu, mais à tous les niveaux au final, car tous les utilisateurs vont être concernés. L'objectif à terme, c'est de diffuser une véritable culture de cybersécurité maritime dans les compagnies, là où les enjeux traditionnels sont sur des gestions de risques plus classiques pour des navires, par exemple. Il y a un enjeu de formation avec peut-être aussi le développement de nouveaux outils. On a des contraintes qui sont assez spécifiques dans le secteur maritime, c'est d'avoir des équipages qui font le tour du monde, qui ne sont pas toujours disponibles pour rejoindre des centres de formation, comme ce pourrait être le cas pour des entreprises à terre. Là, voilà, il va falloir développer aussi des outils en e-learning, des modules à distance. Et après, il y a tout un enjeu de recrutement avec des ressources qui sont rares et qui sont chères. Et donc, l'enjeu, c'est de trouver le besoin le plus adapté pour une compagnie maritime. Voilà, toutes les compagnies maritimes n'ont pas besoin d'avoir un département cyber en leur sein. L'idée, c'est de pouvoir faire du sur-mesure et de s'adapter à la diversité de chacune. Alors on arrive déjà au terme de cette table ronde. Je pense qu'on a eu pas mal de conseils pratiques, mais si on doit retenir qu'une seule chose, quel serait le motto en anglais, le message essentiel que vous garderiez, Didier ? Moi, je dirais, et je pense que ça fait écho à notre discussion, il faut briser les silos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai, je pense, dans le domaine maritime, cette espèce de dichotomie entre ce qui est à terre et ce qui est en mer. La dichotomie, on n'en a peut-être pas trop parlé, mais on en a parlé quand même entre les technologies de l'information et les technologies, disons, industrielles, enfin, qui permettent de faire fonctionner le navire. On voit quand même ces deux univers s'interpénètrent de plus en plus. Dans le domaine de l'assurance, la dichotomie qui existe entre les différentes réponses, les produits, d'un côté un rachat de garantie, mais qui est plus d'ordre matériel, de l'autre côté des polices cyber, mais qui traitent l'aspect immatériel du risque. Et puis aussi dans l'organisation, c'est-à-dire entre les équipes de souscription marine et les équipes de souscription cyber. Je pense que vraiment on se rend compte qu'aujourd'hui cette digitalisation et cette connectivité qui touche vraiment tous les systèmes, abolit les frontières entre le monde physique et le monde informatique. Fabien ? Et moi, j'irais même plus loin. Nous sommes à Paris Match, nous sommes en France, c'est le marché français. Demain, mais je regarde mes camarades au premier rang, demain, mettons en place une garantie française avec des assureurs français qui vient casser les silos, comme vient de le dire Didier, entre le monde de l'IARD et le monde du marine pour pouvoir adresser les problématiques des armateurs, pas forcément français d'ailleurs. Donc c'est peut-être ça un petit peu, moi, le point que j'ai envie de faire ressortir, parce qu'effectivement, les solutions, elles existent à Londres, elles existent en Norvège, elles existent ailleurs. Il y a beaucoup de matière grise autour dans la pièce, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de volonté, mais on n'a pas encore le produit en France. Pierre-Antoine ? Alors, que la réponse des compagnies maritimes, elle est en cours de structuration, en particulier au niveau français, où les compagnies ont vraiment pris le sujet à bras-le-corps et elles entendent être motrices, notamment dans les démarches de structuration au niveau national. Et comme message clé, que les solutions, qu'elles soient techniques ou réglementaires, ou les solutions de formation, par exemple, qui puissent être développées, elles soient adaptées à la diversité de toutes les compagnies maritimes. On a une vraie richesse en France, du côté de notre secteur armatorial, c'est d'avoir un peu tous les segments de flotte représentés, toutes les activités représentées, avec des problématiques et des tailles de compagnie très variables. Et donc tout l'enjeu maintenant, c'est aussi de leur proposer des choses sur mesure et de les accompagner, comme ça a été évoqué, au sein de cet écosystème maritime qui est très solidaire. Xavier Rebourg, et ce sera le mot de la fin.
Alors, je souscris effectivement il faut briser les silos, parce qu'effectivement, à plusieurs, on est plus fort, mais il faut qu'à plusieurs, on puisse échanger et puis qu'on puisse partager. Ça, c'est absolument essentiel. Une cyberattaque, c'est pas une maladie honteuse. Il faut faire remonter les informations, il faut les partager pour éviter que, si on s'est fait avoir, éviter que les petits camarades se fassent avoir, parce que c'est l'équipe France l'équipe France maritime et l'équipe France cyber qui doit gagner face au reste du monde et aux cybercriminels qui sont souvent à l'étranger. Et prêchant pour ma paroisse, France Cyber Maritime a vocation à être ce tiers de confiance qui recueille des informations privilégiées des gens qui veulent bien sur les cyberattaques, mais qui va aussi les anonymiser et rediffuser une information qui est utile uniquement techniquement et qui ne va pas cibler ou montrer du doigt un tel ou un tel. Donc effectivement, il faut être à plus fort, plusieurs on est plus fort, à plusieurs il faut qu'on partage et il faut qu'on échange parce que individuellement on n'y arrivera pas. Donc voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Merci beaucoup à tous les quatre.